à Paris. Thierry Solère, bienvenue. Bonsoir. Vous conduisez la liste LR, UDI, Modem dans les Hauts-de-Seine. Et Jordan Bardella, bienvenue. Bonsoir. Vous conduisez la liste Front National, Rassemblement Bleu Marine en Seine-Saint-Denis. Merci d'abord à tous les trois d'être là avec nous ce soir à la place donc de vos chefs de file, Claude Barthelone, Valérie Pécresse et Valrand Saint-Just, qui, je le précise, ont choisi d'aller débattre sur un média national plutôt qu'ici devant nos téléspectateurs franciliens et donc directement devant leurs électeurs. La direction de France 3 Île-de-France le regrette, nous aussi. Voilà, ça c'est dit. On va maintenant commencer par rappeler les résultats du scrutin de dimanche dernier, du premier tour. Avec 30,5% des suffrages, Valérie Pécresse est arrivée en tête. Elle devance Claude Barthelone, mais de 5 points seulement. Le FN, lui, est à 18,4. Il double son score de 2010. En quatrième position, Europe Écologie Les Verts est à 8%, le Front de gauche à 6,6%. Deux listes qui ont fusionné avec le Parti socialiste. Enfin, Nicolas Dupont-Aignan est également à 6,6%. Lui ne fusionne pas, ne donne pas de consigne de vote et ses électeurs vont peser sur le second tour. Justement, on regarde maintenant, Daïk, le rapport de force entre bloc de gauche et bloc de droite. Alors, on a un petit peu additionné des choux et des carottes, mais c'est pour des vertus pédagogiques. On a d'un côté donc le bloc de droite, c'est Valérie Pécresse plus le score de Nicolas Dupont-Aignan, plus le score de petite liste d'hiver droite. Et le bloc de gauche, nous avons évidemment l'EPS, Europe Écologie et le Front de gauche qui sont alliés. On a mis également le score de Lutte ouvrière. Alors évidemment, c'est abstrait. Parce que lutte ouvrière, il n'y a pas un report total sur les voix de gauche. Pareillement, Nicolas Dupont-Aignan, on ne va pas avoir un report total sur les voix de droite. Mais ça montre bien l'équilibre. Si on peut revoir le schéma, c'est que ça va être très serré, ces élections, avec ce qu'on voit, hein, le bloc de gauche est juste légèrement en tête, très serré avec des enjeux. Pour la gauche, pour Claude Barthelone, c'est le report de voix, la qualité du report de voix des électeurs Front de gauche et Europe Écologie. Pour la droite, Valérie Pécresse, la capacité de Valérie Pécresse à convaincre les électeurs du Front National du vote utile. Et pour le Front National, c'est la capacité à résister à cet argument et à tenter de progresser entre les deux tours. Et tout cela sans parler des abstentionnistes encore nombreux dimanche dernier. Équation donc à plusieurs inconnus et casse-tête en perspective. Voilà, Thierry Solère, je me tourne vers vous. Votre adversaire dans cet entre-deux tours, c'est le Front National. Mais votre réserve de voix, ce sont les électeurs du Front National. Comment vous gérez cette contradiction ? Notre adversaire dans ce second tour en Ile-de-France, c'est Claude Barthelone. Et c'est les socialistes, les communistes, le Front de gauche et les écologistes qui gèrent cette région depuis 17 ans. La seule alternative possible pour la région Île-de-France dimanche, c'est Valérie Pécresse. Elle est la seule en capacité... Il y a trois listes, si j'ai bien compris dimanche, il n'y a pas que deux listes. Mais le Front National n'est en rien, en Île-de-France en tout cas, en capacité de remporter la région. Et donc moi je dis aux électeurs qui nous écoutent, ils ont eu leur vote du premier tour, ils se sont abstenus, ils ont voté pour des petites listes, ils ont voté Front National, plus qu'aux dernières régionales. Mais dimanche, au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine. Et dimanche, l'enjeu de l'élection, c'est de savoir qui va, pendant les 6 prochaines années, absolument considérable. Donc une mobilisation de nos électeurs et un vote utile. Au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine. Alors, Jordan Bardella, vous craignez d'être victime de ce vote utile? On entend Thierry Solère dire voter FN, c'est voter Barthelone. Non, pas du tout. Je vois que M. Solère nous fait l'élection avant le scrutin, dimanche. Moi, je crois qu'on n'a rien à attendre d'une alternance à droite de la région Île-de-France, pour la simple et bonne raison qu'à la tête du pays depuis 30 ans, l'UMP et le PS se renvoient la balle depuis tant d'années. Je pense qu'ils sont le symbole d'un vieux monde politique qui a ses échecs, qui a son bilan et qui aujourd'hui lasse véritablement nos compatriotes. Moi, je remarque que nous avons doublé le score par rapport aux élections régionales de 2010. Nous avons des dynamiques, en 2004, vous aviez reculé entre les deux tours. Nous avons des dynamiques considérables, notamment en Seine-et-Marne, notamment dans l'Essonne, notamment dans le Val d'Oise. Toute cette grande couronne, cette Île-de-France des oubliés à la fois par la droite et par la gauche au niveau national, qui, je crois, saura se porter sur le Front National au second tour. Mais nous, encore une fois, on s'adresse à tout le monde. Et je rappelle
que, bien force est de constater que Mme Pécresse a déjà dit qu'en cas de second tour avec le Parti socialiste et le Front national, elle ferait voter socialiste. Donc on voit bien que l'UMP et le PS viennent mutuellement à la rescousse. C'est le cas également de Mme Joanneau qui a dit qu'en cas de second tour, FNPS, elle ferait voter socialiste. Donc Ça, c'est au niveau national, on va y venir dans la discussion, mais là, on reste sur l'Île-de-France. On voit bien qu'on est toujours dans du copinage, qu'on est toujours dans un échange comme ça de balles, un coup la droite, un coup la gauche. Je pense que les Français ont eu le temps de voir et je pense qu'aujourd'hui, la seule alternance crédible à ce système, c'est un vote Front National, seul vote utile dimanche dans les urnes pour avoir des élus d'opposition. On va d'abord interroger Madame Marie-Pierre de la Gontrie. Il vient de dire que vous étiez du vieux monde politique. Comment vous réagissez ? Écoutez, je pour comprends. vous, l'enjeu, c'est quoi pour l'entre-deux tours ? Oui, parce que je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure de débattre de cela et de la conception de ce qui M. Bardella appelle le vieux monde. Non, moi, je voudrais simplement rappeler que lorsque nous allons voter, les Franciliens vont voter dimanche, nous serons un mois jour pour jour après les attaques du Bataclan. Et des autres attaques à Saint-Denis. Et moi, j'ai été très frappée de voir comment les Franciliens, les Parisiens notamment, puisque je suis tête de liste à Paris, n'ont pas versé dans une vision très simpliste de la réaction qu'ils devaient avoir et ont montré leur attachement à cette vie rassemblée, à cette absence d'obscurantisme. Et je me réjouis que du coup, le Front National ait fait un score très bas à Paris. En même temps, il n'y a pas vraiment une sursaut civique, parce qu'un électeur sur deux... L'enjeu du deuxième tour, pour répondre à Daï Kodoui, c'est que c'est deux projets de société qui s'opposent. C'est-à-dire que nous militons, c'est le cas de le dire, nous défendons une société qui soit capable de vivre ensemble, qui ne sépare pas les gens, qui ne stigmatise pas et qui fasse que chacun puisse, avec ses propres ressources, ses propres talents, émerger et trouver sa place en Île-de-France. Et pendant cette campagne, d'ores et déjà, on a vu que c'était un autre projet qui était proposé par Valérie Pécresse et donc par Thierry Solère, qui refuse la construction de logements sociaux, qui veut supprimer des aides à tel ou tel type d'association. Bref, donc c'est de cela qu'il faut être très conscient, sachant que même s'il n'y a pas de risque arithmétique de Front National, semble-t-il, à la tête de cette région. Il y a d'abord une marque Front National très puissante en France, dont on ne peut pas, évidemment, rester indifférent. Et il y a aussi, il faut le noter, un grand nombre de territoires qui ont peut-être pensé que c'était là une solution. Donc, vous parliez de l'abstention. Traditionnellement, c'est désolant, mais traditionnellement, les régionales sont une élection qui attire peu l'électeur. Moi, ce que je note, mais je pense que mes deux concurrents présents ici, peut-être ont ressenti la même chose, c'est que depuis dimanche, l'enjeu de ce deuxième tour est perçu. La preuve, c'est que on m'a rapporté qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient des procurations, même lorsqu'ils ne pouvaient pas aller voter. Il y a un sujet dimanche. dans le journal On y reviendra tout à l'heure. Thierry Solère, vous vouliez réagir tout à l'heure au propos de Jordan Bardella. Il tient, le candidat Front National, un discours comme s'il était en capacité, ce qui est le cas dans de nombreuses régions de France, de l'emporter dimanche. En Île-de-France, le Front National, les chiffres sont parlants, n'est pas en capacité de remporter la région Île-de-France. Et donc le vrai sujet de l'élection, de ce second tour des élections régionales en Île-de-France, c'est entre la gauche, qui gouverne depuis 17 ans la région Île-de-France et qui est au pouvoir au niveau national, et puis Valérie Pécresse, qui veut que ça change dans cette région, qui a entendu le message des électeurs au premier tour, qui l'ont mis en tête clairement. C'est ça le vrai sujet. Il n'y a aucune capacité pour le Front National de gagner cette région. Et donc, en tenant le discours que vous tenez, vous favorisez la gauche. Parce que voter pour le candidat... C'est vous qui avez appelé à voter socialiste. Non, j'ai jamais voté de ma vie à appeler socialiste. Et notre parti politique n'a donné aucune consigne de vote. Et nous nous sommes maintenus dans la seule région où il y a eu une triangulaire, où nous sommes troisième. Et donc, nous ne sommes pas dans la position de la gauche, qui est de se retirer pour faire des arrangements et des tambouillages. On a compris que vote utile, vous l'avez déjà dit, donc voilà, vous allez le redire, oui. Non, mais c'est très étonnant. Il favorise sciemment la gauche, et c'est ce petit jeu d'ailleurs qui est en train de se créer au niveau national. François Hollande, au niveau national, n'espère qu'une seule chose pour 2017, c'est d'affronter Marine Le Pen, c'est sa seule chance d'être élu président de la République, et dans de nombreuses régions, dans l'Île-de-France, la seule chance pour la gauche, qui gère toutes les régions de France aujourd'hui, de se maintenir, c'est d'avoir des triangulaires avec un Front National très très haut. Donc vous voyez cette hypocrisie de dire, on est au gouvernement, on est socialiste, on a une politique qui
fait monter le FN, parce que la politique du gouvernement socialiste au niveau national est un tract ambulant pour le Front National. Et puis pour garder nos régions, il faut surtout qu'on ait un FN très fort. J'entends que vous et repreniez qu'il des y a termes qui quelque avaient chose été qui est tout à fait utilisés étonnant. contre Mme Taubira. L'un de vos collègues a dit Tous en Mme même temps, Taubira s'il vous est plaît, un sinon on tract comprend pour le plus. Front National. Marie-Pierre de la Gontrie. Donc j'indique, nous parlons de l'Île-de-France, me semble-t-il, Thierry Solaire. Donc vous utilisez une expression absolument épouvantable qui a été utilisée par un de vos collègues qui qualifiait de Christiane Taubira de tract ambulant pour le Sa Front politique, National. pas Madame Et Taubira. vous, mais non, La c'est politique Madame du gouvernement de Mme Taubira. Taubira est un tract ambulant pour le Front National depuis N'arrangez pas les propos utilisés à ce moment-là. Du tout, ce sont des propos Alors de on va Gérald revenir à Darmanin. l'Île-de-France. Jordan Bardella. Moi, je vais vous dire, je renvoie véritablement l'UMP et le PS dos à dos, parce que ce sont eux qui sont responsables, que ce soit au niveau national, au niveau européen, au niveau local, de la hausse de la fiscalité, qui sont responsables de l'immigration massive, qui sont responsables de la montée du communautarisme, responsables du Mais chômage, Jordan Bardella, etc. ça vous l'avez dit Je- avant le premier tour. Vous avez fait 18% sur ces arguments-là aussi. Pour vous, pour le deuxième tour, il faut quand même essayer de progresser. Donc Monsieur- comment vous adressez aux Monsieur électeurs Louis, franciliens? Est-ce que vous adressez aux électeurs, par exemple, de Nicolas Dupont-Aignan, qui est votre seule réserve de voix? Les électeurs en qui vont Île-de-France. voter pour le Front National voteront pour avoir des élus Front National. C'est-à-dire qu'ils voteront pour avoir des élus qui défendent les oubliés, qui défendent ceux que Un l'UMP et le contre-pouvoir. PS, bien sûr, ceux que l'UMP et le PS ont oubliés et pour l'instant, continuent vous n'êtes d'oublier qu'à dans leur 18%. politique. Je Comment rappelle vous tout de pouvez même, progresser je rappelle tout de même, Arrêtez, permettez-moi, arrêtez je de rappelle tout de prétendre qu'il n'y même. a que le Front National qui se préoccupe des Madame de franciliens. la C'est un Gontrie, je petit ne peu vous ai pas court. interrompu. Je voudrais terminer mon propos. À la région Île-de-France, Valérie Pécresse ne s'est opposée qu'à 30% des textes de la gauche. Elle a voté une grande partie, ou s'est abstenue sur une grande partie des textes qui ont été proposés par la majorité C'est normal, socialiste. Je rappelle également C'est comme dans une mairie, je quand il y a rappelle une également délibération pour mettre Permettez- des couches culottes dans les crèches, vous n'allez pas voter contre, même si Je vous n'êtes pas rappelle, dans la même également, majorité. je rappelle également que Mme Pécresse, je pense que ça va intéresser en grande partie les électeurs de droite, a voté une subvention permettant de réduire de 75% les tarifs dans les transports pour les clandestins. Alors Mais si en c'est ce que rien, vous elle appelez propose- une politique de droite, l'inverse, vous mentez. alors c'est de l'amateurisme, puisque quand un journaliste, un de vos collègues d'Yveline Première, a posé la question à Mme Pécresse a répondu qu'elle ne savait pas qu'elle avait voté ces subventions. Alors si elle ne sait pas, je pense que c'est quand même un signe d'amateurisme inquiétant, et si ça avait été fait de manière consciente, eh bien je pense que c'est une trahison de la part des électeurs de droite, C'est et absolument ces électeurs faux, doivent vous le racontez savoir. pas bon là-dessus, n'importe quoi. Valérie Pécresse a Vous savez proposé. qu'Internet, on peut a proposé- vérifier, ben les justement, électeurs j'invite iront les gens à vérifier très facilement. Depuis des mois et des mois, Valérie Pécresse propose au contraire qu'on arrête avec ce système de laxisme permanent qui permet à des gens qui sont clandestins d'avoir la gratuité Mais sur est-ce les qu'elle l'a transports. voté Voilà. Est-ce qu'elle l'a voté Jamais, au contraire, elle demande que Oui, ça ça, soit terminé. ça, elle le demande, ça Voilà, c'est sûr. Mais exactement. M. Bardella Alors- dit qu'elle l'a voté Alors précédemment. faisons la Sur ce vérification, on est ensemble pour une heure, je pense qu'on peut faire la vérification et nous aurons la réponse, j'espère, de la part de vos services. Marie-Pierre de la Gontrie. Sur ce sujet, j'indique, puisque je siège à la région, je me permets juste de préciser que tout est un petit peu mélangé, car d'une part, il ne s'agissait pas des clandestins, il s'agissait des personnes qui bénéficient de l'AME, c'est-à-dire l'aide médicale d'État. Il se trouve que bénéficie de l'AME, et c'est un choix qui a été y compris assumé par Nicolas Sarkozy à l'époque lorsqu'il était président de la République, que certains qui n'ont pas de papier en France bénéficient de l'AME. Et deuxième chose, et j'en aurai terminé, la loi impose aux collectivités en charge des transports de mettre en place des tarifs spéciaux pour les bénéficiaires de l'AME, c'est des gens qui sont sans ressources. Alors, Marie-Pierre de la Gontrie, on va parler de l'union à gauche maintenant, puisque c'est la nouveauté de cet entre-deux tours. Est-ce que vous êtes sûr que vous ferez le plein, parce que c'est la condition sine qua non pour que la région reste à gauche? Est-ce que vous êtes sûr que vous ferez le plein? A priori, chez les écologistes, ça n'avait pas trop l'air de poser de problème. Les électeurs du Front de gauche, ça semblait peut-être un petit peu plus tendu. Alors d'abord, il faut dire que nous avons, avant même les élections, chaque formation politique avait indiqué quelle était son intention. Et donc les électeurs n'ont pas été pris par surprise. Emmanuel Cos, qui était tête de liste pour l'ensemble d'Europe Écologie Les Verts, et Pierre Laurent, qui était tête de liste du Front de gauche, avaient annoncé d'ores et déjà, avant l'élection, qu'il y aura un rassemblement au deuxième tour de la gauche et qu'ils étaient prêts à participer à l'exécutif. Pourquoi? Parce que depuis 17 ans, nous travaillons ensemble et nous le faisons aussi à la ville de Paris. Je vous donne juste une illustration. Je suis première vice-présidente en charge du budget. Et j'ai présenté donc le dernier budget du mandat à la fin de l'année dernière. C'est quand même un moment politiquement un petit peu très important. Nous étions proches de l'élection. Il a été voté à l'unanimité de la gauche. Ce que je veux dire par là, il faut bien que les téléspectateurs le fait que vous ne comprennent. soyez pas partis ensemble. Il faut bien que les téléspectateurs comprennent que donc ce rassemblement est un rassemblement de la réalité, puisque nous avons travaillé ensemble pendant des années sans aucune difficulté. Sauf qu'il y a des électeurs
électeurs qui après... ne vivent pas au conseil régional et qui ne siègent pas avec vous et qui ne votent pas les budgets, qui ont quand même voté Front de gauche, qui sont critiques vis-à-vis de la politique du gouvernement et qui n'ont peut-être pas envie de voter pour Claude Barthelone. Et les sondages indiquent que les reports il y a une petite déperdition et qu'avec une déperdition, Claude Barthelone peut être battu. Donc il faut vraiment que vous fassiez le plein des voix des électeurs du Front de gauche, néanmoins. Je vous remercie de cette préconisation, mais pour répondre à vos deux questions. Les stratégies des partis politiques qui souhaitent se présenter de manière distincte permettent de défendre un certain nombre de choses. Bien. Nous avons, dans cette discussion qui s'est faite très rapidement, puisque nous avons annoncé notre rassemblement dès lundi, nous avons mis en place, et les professions de foi qui répondent dans les boîtes aux lettres le montreront, l'accord, le contenu de cet accord politique, une sorte de pacte de future majorité qui permet d'identifier les choses et où tous les électeurs retrouveront ainsi Et ça peut convaincre les électeurs du motifs. Front de gauche pour vous. Écoutez, moi ce que je sais, c'est lorsque nous avons hier fait une première manifestation sur le terrain, Pierre Laurent était avec nous. Je sais que Éric Coquerel, qui est président du parti de gauche, est également présent. Nous avons ce rassemblement. Évidemment, c'est à chacun d'expliquer que ce rassemblement est la seule efficacité parce que, ensemble, la gauche peut réussir. Séparément, c'est une autre démarche. Thierry Solaire, à l'issue du premier tour, on pouvait dire que Valérie Pécresse avait l'avantage, la dynamique était avec elle. Le fait qu'il y ait ce rassemblement à gauche, est-ce que ça peut faire basculer, est-ce que vous craignez que ça fasse basculer la dynamique du côté de la gauche? La dynamique est du côté de Valérie Pécresse, elle est sortie largement en tête. Après la gauche, ça je ne suis pas du tout étonné que les élus, Front de gauche, socialistes, écologistes, arrivent à se mettre d'accord parce qu'il s'agit de sauver leur place. Non. Et au fond, c'est ça qui les importe. Par contre, les électeurs derrière, Vous pouvez pas dire ça. je vois bien qu'une grande partie des électeurs écologistes qui ne veulent pas de Claude Barthelone, qui a surtout la réputation d'être un bétonneur, on l'a vu dans sa gestion de la Seine-Saint-Denis, et pareil avec beaucoup d'électeurs du Front de gauche qui, de toute évidence, ne voudront pas voter pour le une grande gouvernement. partie, vous exagérez. Il peut y avoir une petite partie, et c'est là où l'élection se joue. On verra, une mais grande moi, partie, voilà. je ne m'occupe pas trop des gens du Front de gauche qui voteront peu Valérie Pécresse. Moi, ce que j'essaie de dire aux gens, et c'est ça qui me différencie avec monsieur à côté de moi, j'ai 43 ans, il a 20 ans, il est plus jeune. Moi, je viens du privé. J'ai travaillé dans le privé toute ma carrière professionnelle. Je me suis engagé il y a 36 mois, j'ai été élu député de Boulogne-Billancourt. Et ce que je souhaite, c'est que mon pays se redresse. Et au niveau national, la droite a gouverné pendant 10 ans. Elle n'a pas tout bien fait. Au niveau régional, ça fait 17 ans que la gauche est au pouvoir. Aujourd'hui, c'est la double peine pour les électeurs d'avoir et la gauche à la région et la gauche au gouvernement. Et moi, plutôt que d'être dans un parti d'extrême droite, ce que je souhaite, c'est que la droite, pas vous, peut-être pas, mais votre parti, vous adhérez. Si, je vous promets que si. Relisez l'histoire, vous verrez les déclarations de votre président d'honneur. Le président d'honneur du FN, vous le savez. Et puis, plutôt que d'avoir un programme économique complètement incroyable, voilà, je préfère que la droite... Vous n'allez pas nous répondre à chaque question que ça fait 17 ans que le pouvoir socialiste est en place et qu'il faut en changer. Parce qu'on vous pose n'importe quelle question, vous répondez ça systématiquement. Non, je réponds à la question. Je réponds à votre question, je vous dis... mépris au passage pour les Je électeurs vous et dis le Front pourquoi National. moi je m'engage, et je pense que la seule alternance possible, c'est les sondages qui le montrent, et le résultat du premier tour, à la gestion socialiste, c'est clairement de voter Valérie Pécresse. C'est pour ça que plutôt que de devenir tous d'extrême droite, au bout d'un moment, dans cette région, on se dit, relevons-nous les manches, et puis faisons des choses concrètes, ayons un vrai projet, avec des priorités. Arrêtons d'avoir recours en permanence à la fiscalité au niveau national. On va en discuter sur de dépenser de l'argent dans tous les sens. C'est ça l'enjeu de cette élection. Jordan Bardella, juste sur l'appellation d'extrême droite, vous la récusez, bon, vous allez me répondre que non. Et ensuite, sur l'union des partis de gauche, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais répondre, mais je ne suis pas d'extrême droite et le Front National n'est pas d'extrême droite. Nous ne sommes ni de droite ni de gauche. Nous considérons qu'aujourd'hui, le véritable clivage, il est entre les nationaux, ceux qui croient en l'État-nation, en la France structure, et entre ceux qui l'ont totalement abandonné et qui croient aujourd'hui que la France est un vaste concept qui doit s'effacer dans le magma européen. Ça, c'est pour la philosophie politique. Je suis quand même effaré par le mépris de l'UMP envers les électeurs du Front National, qui sont des Français comme les autres. Et d'ailleurs, vous faites toujours un plaisir d'aller récupérer les voix du Front National dans l'entre-deux-tours quand il s'agit effectivement de battre la gauche. Bon, je pense que vous l'avez largement démontré. C'est pas votre priorité, Maintenant, sur les unions droite-gauche des différents partis politiques, je crois qu'on est véritablement dans du copinage. C'est-à-dire que pendant des semaines, on s'injurie, on s'invective, on se critique les uns les autres. Je prends notamment un tweet de Clémentine Autain qui date du 6 octobre 2015 dans laquelle Mme Autain accusait Claude Barthelone d'emploi fictif. Maintenant, Clémentine Autain, permettez-moi, est numéro 2 sur la liste de Claude Barthelone. Pour être très exact, sur ce tweet qui est également beaucoup retweeté par des militants républicains, c'était quand il y a eu le début de l'enquête préliminaire sur un éventuel emploi fictif quand il était congédié de Seine-Saint-Denis, et Clémentine Autain avait commenté « Elle est pas belle la rénovation de la vie politique ». Donc elle n'accuse pas Claude Barthelone d'emploi fictif, elle commentait en octobre
donc très loin de la date d'aujourd'hui. Voilà, c'est juste pour une précision par rapport à ce que vous dites. Je vous dis que pendant des mois, les partis, différentes listes de gauche se sont injuriés, invectivés, critiqués et ont toujours, notamment le Parti communiste, critiqué l'action gouvernementale et qu'aujourd'hui, dès qu'il s'agit de dispatcher les sièges comme ça en faisant du copinage, là tout de suite on trouve un accord avec des candidats qui passent du 94 au 95. Voilà, on redispatche effectivement les sièges. Des tractations de liste, il y en a dans tous les partis. Et puis ils ont gouverné ensemble. Mais je crois, permettez-moi, je crois qu'à droite, ce qu'on appelle la droite, même si c'est très, très ambigu de dire que l'UMP est de droite, on est exactement dans la même configuration. C'est-à-dire que l'UDI... Je ne sais pas s'ils sont de droite, mais ils s'appellent les Républicains. C'est-à-dire que l'UDI... C'est l'ancien nom UMP. C'est-à-dire que l'UDI et les Républicains, pardonnez-moi, sont en désaccord sur un certain nombre de sujets. L'UDI a voté pour le mariage pour tous, l'UDI a voté pour la PMA, Monsieur Lagarde, président de l'UDI, est pour la dépénalisation du cannabis, et puis surtout l'UDI a voté une subvention, la subvention de Jean-Paul Huchon, de 5,5 millions d'euros pour accueillir les clandestins. Permettez-moi, je voudrais bien terminer, pour accueillir les clandestins dans la région. Les clandestins. Bon, non, alors on voit qu'à gauche, qui viennent de Syrie. Demandez l'asile. Alors après, merci Monsieur Oudouid, vous faites un bon avocat de Madame de la Gontrie. J'essaye de dire les mots qui sont exacts, sans mettre très bien. Les d'idéologie derrière. téléspectateurs apprécieront la neutralité. On le voit effectivement qu'à gauche comme à droite, on est dans du copinage, on se dispatche les sièges avec sans aucune conviction. Parce que moi, la question que je pose, si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, dans la classe politique, on manque véritablement de sincérité. Et ce que les électeurs attendent, et ce que le peuple français attend, c'est des responsables politiques qui aient un minimum de conviction et un minimum de sincérité. Et je ne crois pas, j'en terminerai là-dessus, qu'en faisant du tripatouillage électoral comme ça à chaque élection, beaucoup d'avance, Jordan Bardella, attention. On réponde à la demande des franciliens. Alors, je vais remettre juste un petit point de détail. On comptabilise bien évidemment, comme toujours dans les débats, les temps des uns et des autres. Donc, essayez de respecter l'équilibre des temps, on vous le rappelle, parce qu'à la fin, si vous parlez trop, eh bien, vous ne pourrez plus vous expliquer sur des sujets très importants. Thierry Solaire, vous êtes justement légèrement en retard. On entend Jordan Bardella dire finalement c'est blanc bonnet et bonnet blanc, la gauche fait ses alliances dans son coin, la droite et les centristes dans leur coin. Qu'est-ce que vous répondez à ça? L'alliance entre la droite, les Républicains et l'UDI et le MoDem? Bon, moi je pense que gauche et droite, donc au niveau national, ont gouverné le pays depuis 30 ans. Et qu'on est dans du chômage de masse et qu'il y a de la déception. Et je ne dis pas que tous les électeurs qui votent Front National sont devenus d'extrême droite. Bien sûr que non. Je vous dis juste que le choix que j'ai fait moi, qui vient du privé encore une fois, qui est 43 ans, c'est de m'engager à droite, pas pour passer ma journée à regarder ce que font les générations d'avant depuis 30 ans plus ou moins bien, mais pour essayer concrètement de réparer les choses. Et Valérie Pécresse, en Ile-de-France, après 17 ans d'Aïkodoui de gestion vous le dites à socialiste, chaque fois, et oui, il faut le on a rappeler bien parce que compris, c'est mais- important. Oui, mais il faut le rappeler parce que c'est important. Ce Ce qu'elle veut, c'est comme Nicolas réparer Sarkozy, concrètement les choses. Voter Front National pour les électeurs, c'est pas immoral. Donc en gros, on peut avoir voté Front National et puis revenir Non, mais dans le giron moi, de la je ne suis droite. pas là pour donner des leçons de morale aux électeurs. J'ai jamais fait ça. Je vous dis juste, les électeurs qui votent du Front National, j'en ai la conviction, ne sont pas venus d'extrême droite. Ils sont soit parce qu'ils votaient à gauche avant, soit parce qu'ils venaient de droite, déçus de la classe politique française. Et au moment où il y a 8 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs et un État qui n'assume pas les fonctions essentielles qui sont les siennes, notamment depuis 3 ans et demi, portent leur voix sur Marine Le Pen, comme sur tous les populistes en Europe. Moi, ce que je souhaite faire, c'est que cette région, qui est la région capitale, elle se répare, on la répare de tout ce qui a été mal fait depuis des années et des années. Et c'est le programme cohérent que Valérie Pécresse a proposé à l'occasion de ces régionales. On va discuter du programme. On va juste maintenant quand même parler du contexte politique et du contexte national. Quelles répercussions il peut avoir sur l'Île-de-France? Marie-Pierre de la Gontrie, par exemple, le désistement des listes socialistes dans des régions. Quelles répercussions ça peut avoir en Île-de-France? Est-ce qu'il y en a qui peuvent se dire, qui sont contre et qui vont dire on ne va pas voter socialiste, ou d'autres qui vont dire c'est courageux, ils se sont sacrifiés et ça peut vous faire gagner des voix? Je pense que tout ça est... Mais ça peut avoir une influence quand même, vous êtes d'accord Je pense sur que le vote en Île-de-France? Je pense que les choses sont déconnectées. En revanche, le fait qu'on parle énormément de ce qu'on appelle le risque Front National, et je le qualifie personnellement de risque dans au moins 2 régions, voire 3, est un sujet grave. Et pour ma part, j'étais favorable au fait que nous ne soyons pas présents au 2e tour pour s'assurer de pouvoir battre la liste Front National. Ensuite, par rapport à votre question précise,
je pense qu'effectivement, ça a mis en lumière ce risque général, parce que même si l'on constate que le Front National est, qualifie-t-on ça de manière incroyable, de bas en Ile-de-France, il est quand même à 18%. Et donc, bien évidemment, il faut se préoccuper de cela. Pourquoi ? Parce qu'il faut se préoccuper du message qui est envoyé de cette manière-là. Moi, je regrette que Jordan Bardella reprenne une espèce de ritournelle que j'ai entendu dire il y a 10 ou 20 ans. Je pense qu'il faut que le Front National dise autre chose que bonnet blanc et blanc bonnet, parce que ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas les mêmes projets politiques à gauche et à droite. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas dire que c'est des histoires de copinage, parce que notre rassemblement en Ile-de-France, à gauche, avec Claude Barthelone, s'est fait sur des bases politiques, comme nous l'avons fait pendant la gestion de la région. Donc, c'est une non-réponse à votre question, puisqu'on l'a vu, chaque région a sa spécificité, son électorat. Néanmoins, Jordan Bardella, ce tout sauf le Front National dans certaines régions, est-ce que vous pensez que ça peut vous amener des voix en Ile-de-France avec des gens qui disent « bah non, c'est pas possible, c'est pas démocratique ». Bien sûr, parce que je crois que le peuple français, il est attaché à la démocratie. Et quand on nous dit effectivement tout sauf le Front National, je trouve ça particulièrement antidémocratique. Parce que quand un parti politique comme le Front National est le premier parti de France à 3 élections de suite et qu'il totalise près de 30% des électeurs français, eh bien il a le droit de gouverner des régions. Eh bien le Front National a le droit de gouverner des mairies et le Front National a le droit d'exister. Parce que c'est pas en disant effectivement pendant des années, parce que ça si vous voulez c'est de l'enfilage de perles de dire que le Front National c'est un risque, etc. En fait ce qui vous fait peur c'est la démocratie. Ce qui vous fait peur, c'est le peuple français. Il ne faut pas avoir peur du peuple français. Alors, il faut le laisser s'exprimer et il faut le laisser choisir. Et moi, effectivement, j'ai été particulièrement outré de voir que on imposait depuis Paris, les apparatchiks parisiens imposaient à des candidats de terrain du Parti socialiste de se retirer au profit, effectivement, des listes de droite. Je parlais du MPS, je pense que l'on a la preuve. Alors, rapidement, Thierry Solaire, pour conclure avec ce chapitre, tout à l'heure, vous disiez, bon, ici en Ile-de-France, le Front National, en gros, il ne compte pas, ça va se jouer entre la gauche et la droite. Mais pour combien de temps encore ? Parce qu'on a vu ce que ça avait donné ailleurs en France. Vous n'avez pas peur qu'un jour, avec ce discours, le Front National finisse par arriver aussi haut qu'on le voit aujourd'hui haut dans d'autres régions ? On ne combat pas le Front National par les discours ou par les postures morales ou par des tripatouillages d'appareils électoraux. Moi, je ne suis pas favorable à ces fronts républicains qui sont des tambouillages. Et c'est pour ça d'ailleurs que ma famille politique, moi je m'en suis réjoui, n'est pas rentrée là-dedans. Ils ne nous ont pas qualifiés en première ou en seconde position en Languedoc-Roussillon. On a maintenu notre candidat. Nous ne gagnerons pas cette région de toute évidence. Et c'est un déni de démocratie que de ne pas écouter les électeurs. Combien de temps ça peut durer ? C'est pas ce que disent ça les candidats dans les durera, régions ça durera, concernées. ça ne durera. Ça durera tant qu'il n'y aura pas de résultats. Et c'est pour ça que la seule chose qui m'importe moi, c'est de s'engager pour avoir des résultats concrets sur 2 grands sujets. L'emploi, l'économie, le pouvoir d'achat au niveau national. Et puis la sécurité publique. La région, elle peut participer de ces 2 grands sujets. Et en développement économique et en matière de sécurité, notamment dans les transports. Et on va en parler dans un instant. Mais je vous propose d'abord une autre façon de lire les résultats de dimanche dernier. À travers une carte, regardez qui est arrivé en tête dans chacun des départements. On parle là, je le précise, des listes initiales avant les alliances. Regardez donc, la droite est devant le PS partout, sauf en Seine-Saint-Denis, Bastion-Rose, département que Claude Barthelone a présidé de 2008 à 2012. Un département en bleu marine, la Seine-et-Marne, où le FN fait 30%. Si on regarde dans le détail maintenant, Daïk, une droite très forte en fait dans ses fiefs, les Yvelines, les Hauts-de-Seine et en grande couronne globalement. La gauche qui résiste mieux à Paris et en petite couronne. Et puis, plus on s'éloigne de la capitale, plus le FN est fort, avec, outre la Seine-et-Marne, une forte progression dans le Val d'Oise. Oui, mais ça confirme le vote qu'il y avait au départemental. Mais du coup, il y a une question. Est-ce qu'il n'y a pas 2 Île-de-France ? Et comment, qui votent donc différemment, mais est-ce que ça veut dire qu'elles ont un mode de vie différent ? Et comment on s'adresse à ces 2 Île-de-France ? Est-ce qu'il y a une partie du programme sur la petite couronne, une sur la grande couronne ? Est-ce qu'on essaye de mélanger les 2 ? Est-ce que pour vous, il y a une fracture de mode de vie, Thierry Solaire ? Bien sûr. De toute évidence, la région a oublié les zones rurales d'Île-de-France. Il y a aussi de la ruralité en Île-de-France. Valérie Pécresse, elle le sait bien parce qu'elle est élue des Yvelines, qui est un territoire contrasté. Vous avez des zones urbaines et des zones de ruralité avec du monde agricole. Et quand vous regardez la répartition du budget de la région, en fonction de savoir si vous êtes dans l'urbain très dense ou bien même dans la ruralité, vous vous rendez compte que ces territoires sont oubliés. Et c'est pour ça que Valérie Pécresse, elle a un pacte pour la ruralité avec des engagements très précis. Et la ruralité, ça représente, je crois, 16%. Donc elle s'occupe que de la seconde couronne. Pour répondre à ma question, qu'est-ce qu'on traite des 2 ? Non, il faut traiter les 2. Il n'y a pas 2 régions, il y a une seule région. Il y a de la ruralité, il y a Paris, intramuros, mais il y a aussi les départements de la première couronne et les départements ruraux. Et la Seine-et-Marne, les Yvelines et la partie du Val d'Oise qui est la moins dense, de toute évidence, sont oubliés aujourd'hui par la
la gestion socialiste de la région. Et c'est pour ça que Valérie Pécresse, j'invite les téléspectateurs à aller voir dans le détail son pacte pour la ruralité, avec des engagements très précis. Et au fond, ça représente 16% de l'Île-de-France. Et ben, ça doit avoir 16% du budget. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Alors Marie-Pierre de la Gontrie, justement, c'est vous le budget à la région, la Grande Couronne dans le budget de la région? La Grande Couronne, je veux dire que Thierry Solaire dit des propos un peu comme ça, on se croirait dans une émission publicitaire. C'est évidemment faux. Moi, ce que je voudrais, c'est peut-être revenir à la question qui était posée, fracture de régions, etc. etc. C'est évidemment toujours le risque. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup et ce qui me frappe, c'est de voir que dans les zones très urbaines, en l'occurrence Paris, d'où je suis élue, quelle que soit la situation et les revenus des personnes qui y habitent, le Front National fait un score bas. Parce que Paris est une ville inclusive. Quand bien même vous avez des grosses difficultés, car contrairement à ce que les gens parfois pensent, parce que c'est tellement facile, il y a des personnes en grande difficulté à Paris. Mais vous êtes quand même toujours dans une société qui marche, avec des écoles, avec des collèges, avec le métro, etc. Donc c'est l'absence de services publics en grande couronne Je pense que effectivement, la façon dont le service public a été attaqué depuis quelques années, je suis désolée Thierry Solaire, mais vous en êtes en partie responsable. Non, moi, je pense que lorsque... Non, mais attendez, c'est gentil de prêter à la région absolument tout, mais si, l'abandon des services publics, vous. l'abandon des services publics dans l'ensemble de la France, c'est bien sous Nicolas Sarkozy que ça s'est passé. Pourquoi est-ce que j'évoque ça? C'est que lorsque nous avons décidé, et pour le coup c'était sous Nicolas Sarkozy, avec une région de gauche pourtant, de mettre en place le projet du Nouveau Grand Paris, qui est ce grand projet de transport en commun dont on aura peut-être l'occasion de parler tout à l'heure. Bah si, c'est vrai. Thierry Solaire, on laisse finir Madame de la Gontrie, s'il vous plaît. C'est pas complètement inexact. C'est la vérité, c'est même, la vérité. Non, attendez. Bon, écoutez, c'est le président Sarkozy. Allez, on va dire que tout le monde l'a fait ensemble. Non, ça a été fait forcément parce que, je vous le rappelle, Thierry Solaire, c'est la région qui est en charge des transports et que tout cela s'est fait ensemble. Pourquoi? Mais c'est l'État qui gère la Société du Grand Paris aussi. On avait une conscience claire qu'il fallait développer les transports en commun de qualité dans l'ensemble de la région, de manière à ce qu'il n'y ait plus de territoire, qui ait une grande difficulté à travailler, à se déplacer, etc. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut prendre conscience, et nous avons pris conscience, c'est un projet quand même de 35 milliards d'euros, qui a commencé pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy et la présidence de Jean-Paul Huchon, et qui durera jusqu'en 2030. C'est très important de le mener à terme. On va donner la parole à Madame Bardella qui n'a pas encore parlé. Madame Marie-Pierre de la Gontrie nous expliquait que c'est les socialistes qui ont lancé le Grand Paris. Est-ce que j'ai dit ça? Non, c'est la droite qui l'a lancé, c'est le président de la République Nicolas Sarkozy, et depuis que François Hollande est au pouvoir, ça ne prend que du retard. On va continuer sur le Grand Paris. Jordan Bardella. J'étais là lorsque ça a été signé. Madame de la Gontrie, s'il vous plaît, comment on concilie cette fracture et comment on s'adresse? Est-ce qu'on s'adresse séparément à la petite couronne et à la seconde couronne? C'est ce que sous-tendent un peu vos affiches. Il y en a une pour la petite couronne, une pour la grande. Ou est-ce qu'on essaye de faire un programme qui fasse de l'inclusif, comme dit Madame de la Gontrie, entre les deux territoires? Je conteste bien sûr cette vision qui consiste à dire que Paris serait une ville inclusive et puis que le reste, tout ce qui vote Front National, on voterait Front National parce qu'on a peur, parce que c'est la crainte. Monsieur Calfon nous disait dimanche soir sur votre antenne qu'on votait Front National en Seine-et-Marne parce qu'on avait peur. Bon, je pense que numéro 2 sur la liste socialiste en Seine-et-Marne. Je pense qu'il faut effectivement avoir un projet global, mais en regardant les spécificités de chaque territoire. L'Île-de-France est une région qui contrairement à beaucoup de régions françaises, a cette particularité d'avoir comme ça des différences géographiques. Et je pense que l'enjeu de la prochaine majorité sera justement de réduire ces inégalités. Nous, effectivement, dans la campagne des élections régionales, avec Valéran de Saint-Just, nous avons effectivement pris deux orientations. L'une qui consistait à s'adresser aux banlieues, à s'adresser aux problématiques qu'on connaît dans les quartiers sensibles. Et puis une campagne de seconde couronne qui consistait à s'adresser à la ruralité. Je pense qu'aujourd'hui, alors ça me fait sourire d'entendre l'UMP, les Républicains, nous dire que Valérie Pécresse va venir au secours de la ruralité et de l'agriculture quand on sait que les Républicains sont en train de négocier en catimini le TAFTA, le traité transatlantique, qui va véritablement dévaster notre agriculture. On est très loin, mais je pense que les agriculteurs franciliens sont concernés et ce n'est pas parce que ce n'est pas dans les prérogatives de la région Île-de-France que nous devons effectivement
faire l'omerta sur ce sujet, même si c'est ce que font les autres partis politiques. Donc effectivement, je pense qu'il va falloir se concentrer sur la réduction des inégalités territoriales. Et nous avons proposé notamment, je pense qu'on y reviendra, de développer les transports en grande couronne parce que c'est l'une des problématiques clés de ces territoires. On va y venir justement à ce que vous proposez les uns ou les autres. Mais d'abord, je voudrais qu'on regarde un reportage parce que ce qui nous a tous interpellés aussi dimanche dernier, c'est le niveau de l'abstention. Est-ce que ça traduit une défiance à l'égard de la classe politique, du système? En tout cas, 54% des électeurs se sont abstenus dimanche dernier. C'est considérable. La région Île-de-France est celle où l'on a le moins voté au niveau national. L'abstention qui atteint notamment des sommets en Seine-Saint-Denis. Regardez ce reportage, on en parle juste après. Bobigny, bureau de vote numéro 2, peu d'électeurs se sont déplacés. Ici, sur 1192 inscrits, seuls 317 Balbiniens ont voté, une abstention record qui dépasse les 73% dans ce bureau, tout comme dans la ville. Pourquoi aller voter si on sait qu'il n'y aura pas de changement? Tout simplement, on peut écouter des beaux discours, mais bon, ça sert à rien. Au final, on entend des belles choses, mais rien n'est fait. Moi, je ne suis pas inscrit sur les listes électorales. Pourquoi aller voter pour des gens qui, quand nous, on a besoin d'eux, ils ne sont pas là? Là, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nos voix. Ils vont nous promettre tout ce qu'ils veulent. Mais après, dès qu'ils ont eu ce qu'ils attendent, c'est-à-dire l'élection, ils oublient tout le monde. Ça y est, c'est fini. Donc, je ne rentre pas dans la mascarade. Parce que ça, au final, ils me prennent pour des dindons. En Seine-Saint-Denis, dans les quartiers populaires, l'abstention est traditionnellement forte. Elle atteint les 63% pour ce premier tour et touche plus particulièrement les jeunes. Le vote, ça n'est qu'un prolongement d'une forme d'intégration sociale qui, lorsqu'elle n'est pas effective, se traduit par de l'abstention. Ce sont des jeunes qui ne voient pas pourquoi ils révoltent. Ils n'ont aucune confiance en la capacité de la politique à les aider dans l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est un signal fort qui vient d'être envoyé à la classe politique, un signal qu'elle ne peut ignorer. L'abstention est aussi au marqueur. Ce sont nous, les politiques, qui ne donnons pas envie aux électeurs de venir voter. Donc l'abstention, c'est comme le Front National. C'est un moyen pour un électeur de dire on en a marre du système. Inciter les électeurs à voter dans un département meurtri par le chômage et les attentats, voilà tout l'enjeu de la campagne du second tour de ces élections régionales. Thierry Solaire, vous avez écouté, on vient d'entendre les jeunes qui disent on ne s'occupe pas de nous. On va justement voir comment vous pouvez vous occuper d'eux, et notamment les jeunes, on va voir quand même les autres classes de population, mais d'abord les jeunes par les compétences de la région sur l'apprentissage. Qu'est-ce que vous proposez vous en matière d'apprentissage? Il y a beaucoup d'aides sur l'apprentissage, est-ce qu'il vaut mieux les cibler pour les rendre plus efficaces, les conditionner pour les entreprises? Bon, il y a plein de questions dans votre question. Et sur l'apprentissage, Sur votre reportage, c'est limpide. Les gens qui ne votent pas, c'est qu'ils ne croient pas que voter va changer quoi que ce soit. Et donc, il y a une défiance à l'endroit de la politique parce qu'il n'y a pas suffisamment de résultats. On en a parlé, trop de chômage, trop de fiscalité pour ceux qui payent des impôts et pas grand-chose qui va bien dans notre beau pays. Deux, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Est-ce que la région, elle a les moyens, au niveau de la région, de participer à améliorer les choses? Oui, je le crois. Alors, sur le chômage des jeunes. Notamment sur le chômage et sur l'apprentissage. J'ai vu l'évolution, comme tout le monde, du taux de chômage en Île-de-France, qui est le corollaire du chômage national. 660 000 chômeurs, plus 0,8 en octobre. Exactement. Alors, il y a des décisions qui sont nationales et la région n'a pas de pouvoir. Il y a des décisions où la région a un pouvoir. Concrètement, vous avez plein de gens aujourd'hui qui sont au chômage et à qui on n'offre aucune formation. Alors là, je vais vous prendre un exemple pour être très concret. La région, elle dépense beaucoup d'argent dans des subventions dans tous les sens, notamment des entreprises. Valérie Pécresse, elle a pris un engagement très clair. On ne donnera plus une subvention à une entreprise ou à une structure en échange du fait qu'elle accueille un jeune d'Île-de-France en apprentissage. Parce que l'accès au stage. Alors, en apprentissage ou en stage? Parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas le même encadrement. C'est souvent la même chose. C'est souvent la même chose. Soit l'entreprise accueille le stagiaire ou l'apprenti, ou soit il n'y a pas d'entreprise. Parce que vous en avez plein. Vous en avez plein des gamins qui font des apprentissages, mais il n'y a pas d'entreprise derrière concrètement. Vous avez plein de gamins qui ont des formations initiales et qui n'arrivent pas à avoir le pied à l'étrier à l'emploi parce que le stage, c'est clairement aujourd'hui. Et c'est pas la même chose, l'apprentissage et le stagiaire et l'apprenti. Non, mais l'apprenti, c'est très encadré, le stagiaire, c'est un peu moins encadré. C'est bien, Daïkoudi. Oui. C'est pour ça que je vous dis des formations en face de tous les gens qui sont en besoin de formation, des formations concrètes, et il faut revaloriser en France
et en Ile-de-France, mais dans tout notre pays, l'apprentissage. Regardez le taux de chômage de nos jeunes en France par rapport à nos voisins européens, et regardez le nombre de... Tout le monde a le bac, tout le monde va dans l'enseignement supérieur, et on n'offre pas de formation concrète. Donc nous, ce qu'on veut sur l'apprentissage, c'est des formations en face de chaque personne en Ile-de-France qui en a besoin d'une, et deux, pour ceux qui ont une formation initiale et qui n'arrivent pas à rentrer dans l'entreprise, un stage, et Valérie Pécresse conditionne l'aide à une entreprise, à une structure, à l'accueil d'un stagiaire francilien. C'est 100 000 stages, c'est 100 000 jeunes qui n'ont pas de piston, qui n'ont aucune capacité de s'en sortir si on ne fait pas ça, à qui la région va permettre de mettre le pied à l'étrier. Je suis désolée, je suis assez têtue de nature. Vos stages en entreprise, vous les rémunérez? Ce sont des stages rémunérés ou pas? Parce que sinon, à gauche, on va vous dire que c'est de la main-d'œuvre bon marché. Non, c'est une obligation légale. On ne peut plus prendre un stagiaire non rémunéré. Et quand vous avez des structures qui touchent des centaines de milliers d'euros de la région et à qui la région dit rien, on vous donne de l'argent et tout, pardon, cette structure en question, elle a la capacité de s'engager. En tout cas, maintenant, ça ne sera pas facultatif, ça sera obligatoire, sinon on ne donnera pas d'aide financière à cette structure, à accueillir un gamin de Seine-Saint-Denis, un gamin du Val d'Oise, qui lui n'arrive pas à rentrer. Maintenant, c'est clair. Voilà. Jordan Bardella, vous, en termes d'apprentissage, vous proposez au Front National quelque chose, alors pour le coup, d'assez spectaculaire. L'apprentissage dès 14 ans. Donc on arrête l'école si on n'est pas bon, on va en apprentissage. C'est un peu facile, non? C'est plus facile en tout cas de les sortir du système scolaire que de les soutenir à bout de bras? Non, pas du tout, madame. Moi, je crois effectivement, encore une fois, parce que j'ai grandi dans ces quartiers qu'on appelle les quartiers sensibles. Moi, je viens de Saint-Denis, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et j'ai été confronté effectivement très jeune à ce type de problématique. Et aujourd'hui, deux choses. Quand on est effectivement jeune en banlieue, on a le sentiment d'une part d'être oublié par la classe politique. Ça, je pense que c'est un problème qui est plus attrait à la démocratie, on en parlera peut-être après. Et on a effectivement l'impression d'être oublié sur un plan économique et sur le plan de la formation. Nous, ce qu'on propose, c'est de garantir, parce qu'aujourd'hui, effectivement, en Ile-de-France, une grande partie des emplois sont des emplois des services, des emplois qu'on appelle des emplois à forte tension. Eh bien, nous pensons qu'il faut garantir un emploi par des conventions collectives à ces jeunes qui accepteraient de se former sur ces métiers dits en tension. Nous souhaiterions également confier la gestion des stages parce qu'aujourd'hui, quand on est jeune et en banlieue, on a ce casse-tête de l'apprentissage et ce casse-tête de la recherche d'un stage. Eh bien, nous souhaiterions confier la recherche du stage directement à la Chambre des métiers. Je reviens juste sur votre question qui était l'apprentissage à 14 ans. Il est vrai qu'on remarque très jeune si un enfant, un élève est fait ou non pour les études. Et nous considérons qu'à partir de 14 ans, un enfant a le droit de choisir entre une voie plutôt généraliste, c'est ce qu'on a appelé pendant longtemps le collège unique, et une voie professionnelle. Parce qu'il faut revaloriser ces métiers professionnels. Moi, je considère qu'on ne fait pas un pays, j'en terminerai là-dessus, avec 80% de lettrés et de personnes qui vont à l'université. Donc il faut effectivement remettre le paquet sur la formation, remettre le paquet sur les métiers manuels. Marie-Pierre Dancon, je vais avoir une double question, mais quand même une réponse tout d'abord à M. Bardella, parce que vous avez des propositions contre le décrochage scolaire. Et ensuite sur l'apprentissage, qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'il y a beaucoup de métiers et tous ne débouchent pas sur un emploi. Est-ce qu'il faut cibler l'apprentissage sur certaines catégories de métiers? Alors, c'est bien qu'au fond, les deux questions soient en une, parce que tout commence dès la scolarité, y compris secondaire, et le décrochage scolaire, qui est quelque chose qui est un peu mieux connu maintenant des Français, et quelque chose auquel il faut être très attentif. On a déjà commencé avec un plan décrocheur, mais c'est très précis, moi, je suis à la place des inspecteurs qui nous regardent, ils me disent, ça c'est les profs qui s'occupe, c'est pas la région qui s'occupe. Parce que vous financez quoi pour lutter contre le décrochage scolaire? Nous finançons ce qui est l'accompagnement. C'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est que d'abord, il y a des structures, il y a certains lycées qui sont consacrés à cela. Il y a des écoles de la deuxième chance. On n'est pas obligé de les financer et pourtant on le fait. Donc, il y a toute une série de dispositifs qui sont à côté des dispositifs de l'éducation nationale qui permettent de prendre en main et d'accompagner au plus près ceux qu'on appelle les décrocheurs et dont on espère soit qu'ils raccrochent, soit qu'ils ne décrochent pas tout à fait, parce qu'on sait que c'est des processus parfois qui sont un peu lents. Sur l'apprentissage, c'est un peu une même logique. On sait désormais, mais les parents ne le savent pas forcément et les enfants non plus peut-être, que c'est quand même la meilleure voie aujourd'hui pour trouver un emploi. La difficulté, et si je rejoins Thierry Solère dans le fait que les entreprises doivent se sentir plus
obligés en quelque sorte de prendre des apprentis. Et c'est ce que... Non mais arrêtez de dire... ce n'est pas exact. Je pense que le budget nous devons... d'apprentissage était en baisse sur l'année dernière. Il a remonté. Oui, mais voilà. je vais vous expliquer pourquoi. Bon, et donc, non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il ne vous a pas échappé que les décisions gouvernementales ont fait fluctuer l'indemnité des apprentis. Or, l'indemnité des apprentis qui a baissé pendant un temps, c'était une décision de Michel Sapin, la région les sert de boîte aux lettres. Et donc, le budget a baissé à ce moment-là, pour cette raison-là. Ça n'avait rien à voir avec la politique. La politique propre. Écoutez, excusez-moi d'être précise. Je pense qu'on parle très bien. Donc, en tout cas, l'action de la région était la même sur ce sujet-là. J'indique juste un point et j'en aurai terminé. C'est que ce qui est très important, attention, c'est que contraindre les entreprises à prendre des apprentis, oui. Mais attention à ne pas pénaliser les PME. Parce qu'il y a des PME, des toutes petites entreprises, qui préféreront ne pas être soutenues par la région parce qu'elles n'ont pas la capacité d'encadrer l'apprenti. Alors, voilà, c'est entendu. On va passer maintenant à un autre sujet de préoccupation majeure pour les Franciliens, c'est la sécurité. C'est arrivé au premier plan de l'actualité, évidemment, après les attentats. Alors, on est bien d'accord ici, c'est pas la région qui va pouvoir nous protéger en premier lieu de la menace terroriste, mais au quotidien, contre la délinquance, Daïk, elle a vraiment un rôle à jouer. Oui, parce qu'il y a beaucoup de débats en disant, il y a beaucoup d'articles qui disent la sécurité n'est pas une compétence de la région. C'est vrai, ce n'est pas dans les textes. Néanmoins, il y a quand même un adjoint à la sécurité. C'est donc qu'il y a un rôle à jouer et qu'il y a des financements quand même. Donc la région a quand même un rôle à jouer en matière de sécurité. On ne peut pas dire que ce n'est pas de sa compétence au sens large. Alors actuellement, le poste sécurité à la région, c'est 14 millions d'euros sur 5 milliards de budget. Marie-Pierre Delagranty, je vous vais faire un nom, alors vous allez rectifier. Est-ce qu'il faut 14 millions ou autre, est-ce qu'il faut l'augmenter, ce budget sécurité à la région, au vu des événements récents, ou est-ce que la sécurité, à votre sens, doit rester une prérogative majeure, prioritaire de l'État et non de la région ? Alors, d'abord, ce n'est pas une compétence obligatoire de la région, mais dès 1999, de mémoire, nous avons décidé néanmoins de travailler dans ce domaine et donc d'y consacrer notamment des crédits. Lorsque je dis non de la tête, c'est que vous avez regardé le budget stricto sensu sécurité, c'est-à-dire ce qui était affecté au cofinancement, parce que c'est vraiment pas à la région de le faire, des commissariats et des gendarmeries. Mais c'est oublier rapidement que la région dépense beaucoup, au total sur le mandat 145 millions. Et depuis que nous sommes arrivés, un demi-milliard. Pourquoi ? Parce que nous avons développé la vidéosurveillance aux abords des lycées, nous avons mis en place des mesures de sécurité dans les bases de loisirs, que nous avons, via le STIF, qui est cet organisme qui gère les transports, imposé dans les contrats avec la RATP notamment, le fait qu'il y ait environ 2000 agents de plus consacrés à la sécurité. Donc c'est pour ça que ce n'est pas 14 mais 145. Est-ce que vous trouvez que c'était suffisant ce qui a été fait ? Je vais vous dire, par la gauche régionale. Il y a quelque chose qui ne trompe pas. Vous savez, juste avant, quelques jours avant le premier tour, les Franciliens, ils ont reçu les professions de foi dans les enveloppes. C'est-à-dire les candidatures de Valérie Pécresse, de Claude Barthelone, de M. Saint-Just, du Front National. Et dans la profession de foi de Claude Barthelone, comme toutes les professions de foi étaient éditées avant les attentats, on voit bien ceux qui ont changé de priorité depuis les attentats et ceux qui ne l'ont pas changé. Sur la profession de foi de Claude Barthelone, 12 engagements. Pas un mot sur la sécurité. C'est faux. Pas Police régionale des transports. Bah écoutez, c'est faux. C'est tellement faux que je l'ai déjà montré à la télévision et n'importe quelle personne peut aller vérifier sur Internet. Police régionale dans des les 12 transports. engagements. C'est une proposition que tous les candidats portent. 12 engagements de Claude Barthelone, rien sur la sécurité. Valérie Pécresse, elle est cohérente. Elle considère vraiment que dans la société dans laquelle nous vivons, la sécurité, notamment à travers la région Île-de-France et les transports en commun, est une priorité absolue. Vous savez, les Franciliens, quand ils prennent le Transilien, le RER, ils entendent souvent « Attention, mesdames, messieurs, des pickpockets sont dans vos trains ». Bah écoutez, c'est l'aveu même de l'impuissance de la région à s'occuper du sujet. Dans un monde normal, la région ne dit pas dans les haut-parleurs, attention, il y a des pickpockets dans les trains, la région arrête. Mais oui, mais pour ça, il faut des moyens. Je ne vous ai pas interrompu. C'est pour ça que Valérie Pécresse propose que la priorité soit clairement mise sur ce sujet. C'est pas la région qui empêche les pickpockets, puisque ça dépend de la police aussi, et la police ne dépend pas de la région. Et vous avez capacité, et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Valérie Pécresse, à proposer de lutter efficacement contre la fraude. Aujourd'hui, vous avez un taux de fraude dans les transports en commun qui est absolument incroyable. Et les transports en commun, le RER et les Transiliens sont trop souvent des lieux anxiogènes pour les gens, je pense notamment aux femmes, et les jeunes qui sont très souvent radicalisés et qui votent beaucoup pour le Front National. Ils le sont aussi. Ils le sont beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'ils sont souvent le soir, tard, dans les transports en commun et que c'est là où il y a beaucoup d'agressions. Donc la priorité, c'est la sécurité, c'est valable dans les transports, c'est aussi valable aux abords de nos lycées où il y a beaucoup trop de raquettes et c'est la priorité numéro 1 de Valérie Pécresse de créer un véritable bouclier de sécurité pour qu'à côté de l'État, la région Île-de-France joue à plein son rôle sur ce sujet. Jordan Bardella, la sécurité, priorité évidente
du Front National? Bien sûr. Quand on voit le bilan de Nicolas Sarkozy à la tête de l'État sur la sécurité, je pense que les électeurs seront sceptiques sur la capacité et la volonté de Valérie Pécresse de restaurer la sécurité dans la région. On ne va pas faire dans la démagogie. La sécurité n'est pas une compétence première de la région, du Conseil régional. Vous l'avez dit, nous avons une proposition extrêmement concrète qui est de placer dans les 381 gares de la région 2 agents armés en permanence, alors du SUGE ou du GPSR. Ce sont les services de sécurité de la RATP et de la SNCF. Je ne sais pas si j'ai dit dans l'ordre, mais en tout cas, ça correspond. Mais alors du coup, qui les paye, ces agents? Parce que ça fait 381 gares, 2 agents par gare, 762, qui les paye? Je vais vous répondre. De placer donc en permanence dans les 381 gares de la région 2 agents armés dotés de prérogatives judiciaires. Nous sommes aperçus. Dans le cadre de Vigipirate Écarlate, ce n'est pas le cas actuellement. Nous nous sommes aperçus, je vais répondre dans l'ordre, nous nous sommes aperçus que lors d'une étude qui a été faite sur le RERB en décembre 2014, on s'est aperçu qu'avec la présence de policiers, d'agents armés devant les machines sur lesquelles on passe les portillons, exactement, la vente de billets a augmenté de 88%. Donc d'abord, c'est pour la fraude. Exactement. Ce qui veut dire que cette mesure qui permet de lutter contre la sécurité permet aussi de lutter contre la fraude et elle s'autofinance par conséquent. Donc je pense que c'est une mesure de bon sens qui permet de rassurer les usagers et qui permet également d'éviter que... Ça s'autofinance à 100% quand même. Si, ça s'autofinance. On a fait le calcul. La mesure s'autofinance. Je vous rappelle tout de même que le manque à gagner de la fraude pour la SNCF sur la seule ligne du RERB est de 9,6 millions d'euros par an. Voilà. C'est quand même beaucoup de monde, 7 jours sur 100, 2 dans 380 gares, même dans le cadre de Vigipirate Écarlate, nous l'avons calculé, c'est le chiffrage est dans le programme. Non, parce que Madame de la Gontrie avait parlé de la proposition de transport de M. Barthelone. Je voudrais juste rappeler que dès le mois de juin, parce que Valérie Pécresse, excusez-moi de vous appeler Valérie Pécresse. C'est ton honneur. Thierry Soler rappelle en boucle que jamais, etc. Dès le mois de juin, j'étais présente. Dès le mois de septembre, lorsqu'il fait un forum départemental dans votre département, Monsieur Soler, vous auriez pu y assister. Il a insisté sur la sécurité, notamment parce qu'il voulait se préoccuper de la sécurité la nuit dans les transports en commun, indiquant, c'est faux. Voilà. Vous l'avez dit, je vous ai dit que c'était faux. Ça ment pas, ça. Écoutez, les gens l'ont reçu, la profession de foi. Dites pas quelque chose, les gens peuvent vérifier, vous savez. C'est faux, parce que dès le premier engagement, il y a la police régionale des transports, mais j'ai compris que vous y étiez favorable également. Mais ce qu'il a indiqué également, c'est qu'il fallait que dans toutes les rames de transport, il y ait un wagon sécurisé, qu'on a appelé wagon zen, qu'il y ait effectivement plus d'agents, et ça c'est à nous de faire pression sur la RATP et sur la SNCF. Par ailleurs, Monsieur Soler, je ne voulais pas être désagréable, je vous signale, Monsieur Bardella était à 2 doigts de vous le dire, mais c'est moi qui vais vous le dire. Vous avez supprimé 13 000 postes de policiers, sous Nicolas Sarkozy, dont 8 500, 8 500 en Ile-de-France. Donc je souhaiterais vous rappeler que lorsqu'on supprime 8 500 forces de police ou de gendarmerie dans l'Île-de-France, je ne suis pas sûr qu'on soit bien placé pour donner des leçons sur la sécurité. M. Sarkozy a aussi mis en place une police des transports quand il était ministre de l'Intérieur. Oui, mais M. Sarkozy a supprimé des postes de police, il a supprimé des postes de gendarmes, il a supprimé des postes de douaniers, il a supprimé des postes dans l'armée. On sait que la présence humaine est importante dans les transports. Et c'est pour ça qu'on le propose la nuit. Alors justement, les uns les autres, quand on parle de sécurité, vous me parlez essentiellement transport, donc on va y venir à ces fameux transports. 8 millions de franciliens qui les empruntent chaque jour, un tiers du budget, peu ou prou, du Conseil régional, Madame de la Gontrie, c'est bon, j'ai votre aval. Thierry Soler... Plus les 8 milliards du STIF. Oui, alors ça, c'est encore un autre débat. Alors, vous proposez, Valérie Pécresse plutôt, propose la révolution des transports, notamment 100% de rames nouvelles ou rénovées d'ici la fin du mandat. Alors, comme ça, c'est très joli. Sauf que même les associations d'usagers disent qu'elles n'y croient pas, qu'en termes de délai, ne serait-ce que de fabrication des rames, c'est intenable. Non, vous savez, moi je crois, et c'est ça tout le projet de Valérie Pécresse. On parlait tout à l'heure des gens qui ne croyaient plus à rien. C'est vrai qu'on est dans une région où vous avez les mairies, les agglomérations, maintenant demain la métropole que les socialistes viennent d'instaurer. Vous avez les départements, je l'ai dit, et puis la région. 5 feuilles dans le millefeuille français. C'est vrai que c'est très compliqué. Eh bien, écoutez, la nécessité, ça sera bien sûr de revoir ça et de le simplifier, mais en tout cas, la nécessité absolue, c'est que la région elle arrête de se disperser et qu'elle fasse bien le job pour lequel les franciliens votent pour elle et pour lesquels les impôts sont levés. Voilà, la priorité numéro 1.
c'est les transports, c'est les lycées et c'est l'action économique et Je crois que c'était l'apprentissage. la sécurité pour Valérie Et Pécresse. mais- transversalement, Voilà. c'est la sécurité. Parce qu'on a besoin de sécurité dans nos lycées et de sécurité dans nos transports. Alors, sur les transports en commun, bah, écoutez, il suffit de regarder la manière dont la région vit depuis 17 ans. Ils se sont achetés des hôtels particuliers dans tous les sens dans le 7e arrondissement. Ils ont dépensé beaucoup d'argent dans plein de sujets. Bah, Alors, écoutez, nous, on va Sur les resserrer le économies, budget. Sur la manière de financer vos mesures, on y viendra. Ce sera l'objet de notre dernière partie d'émission. Une question à Jordan Bardella. On ne sait peut-être. toujours pas comment on fait la révolution dans les Oui, transports. c'est ça, avec vous Valérie avez Pécresse, tout fait. hein. Mais non, vous Moi, n'avez pas je- vraiment répondu moi, à la j'ai pas question. compris. Mais... Eh ben, je vais vous répondre. Non, parce que vous avez pris le temps de parole pour dire ce que vous J'en ai avez pour dit. 3 secondes. Oh, non, C'est je très fais la simple. parole Il à faut monsieur. mettre l'argent Très massivement vite. sur les transports. Aujourd'hui, les trains qui arrivent en retard, les trains qui sont en mauvais état, encore tous ces petits grilles qui sont dans différents départements, ça peut plus durer. Dans n'importe quelle capitale européenne, vous avez des transports de Mais qualité. nous, ce que vous voulez, Il y a c'est comment beaucoup vous arrivez d'argent. à tenir votre promesse. Eh ben, on arrête de dépenser de l'argent Voilà. dans tous les sujets. Ok. Les D'accord. festivals Et à techniquement, Santiago la du Chili, fabrication c'est suivra. fini. On arrête de subventionner les 75% pour les clandestins, par exemple. Mais Jordan exactement, on l'a Bardella. proposé. Eh, mais vous Vous- l'avez voté, c'est un peu le problème. Non. Qu'est-ce que vous proposez pour les Alors, transports je- pour renouveler l'existant? Vous dites qu'on ne peut pas faire ça et en même temps le Grand Paris. Non, nous sommes Le métro du Grand Paris. fondamentalement et dans l'immédiat opposés au Grand Paris Express. C'est un projet de mégalo qui coûte contradictoire avec, des dizaines et des dizaines de millions d'euros et bien sûr avec Mégalo, mais qui va peut-être aucun rendre plan. service à pas mal de Bien Français, sûr. hein. Oui, 4 sauf que nouvelles quand lignes vous de faites, métro pour il y a les eu une Franciliens, étude quand qui a, même. il y a une étude qui a été faite et qui nous dit qu'en fait après la construction du Grand Paris, on a interrogé les Franciliens et 1% nous confirme qu'ils utiliseront les rames du Grand Paris. C'est une étude de la DRIEA, Alors, qui est un institut Je dois tout de vous avouer même que je ne connais pas. officiel. Je Vous l'avoue pourrez bien. vérifier. Je vous dis que pourrez demander vérifier. aux gens s'ils vont utiliser quelque chose qui n'existe pas encore et qui va exister dans 15 ans, je demande à voir le crédit de cette enquête. Mais bon. Voilà. Sauf qu'à la différence de l'UMP et du PS, Les Républicains, nous n'allons pas, si vous voulez, promettre des choses que nous ne pourrons pas faire. Donc, qu'est-ce que vous promettez? Nous voulons effectivement mettre le paquet, vous l'avez dit, sur l'existant. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'investir dans de nouvelles rames de transport en commun, même si c'est dans notre projet, notamment pour la Grande Couronne, si nous n'avons pas un transport qui est, dans l'immédiat, irréprochable. Nous voulons donc améliorer le fonctionnement des rames existantes avec un certain nombre d'améliorations. Je pense au doublement du tunnel du Châtelet, par exemple, à l'automatisation des tronçons. Bref, lutter contre tout ce qui fait perdre du temps et qui embête au quotidien les Franciliens. Je pense que l'amélioration de l'existant doit être une priorité. Nous ne pouvons pas, là, envisager un financement du Grand Paris Express parce que nous n'en avons pas les moyens aujourd'hui. C'est une question de bon sens. Sur cette question des transports, Marie-Pierre de La Gontrie, il y a une nouveauté dans votre programme depuis lundi, depuis l'alliance avec les écologistes, c'est qu'il n'y aura plus de métro sur le plateau de Saclay, enfin en tout cas sur le plateau, sur une partie, dans le cadre justement de ce super métro du Grand Paris, mais seulement un tramway. Je peux néanmoins répondre sur les transports. Oui, mais après ou vous je me n'ai pas le répondrez à droit moi. Pardon? Mais après vous me répondrez à moi. Pas de problème. En fait, je ne sais pas s'il faut appeler ça révolution dans les transports, mais en tout cas, ça a été engagé maintenant depuis plusieurs années, puisque le projet du nouveau Grand Paris, je suis assez étonnée que M. Bardella s'y oppose, parce que c'est contradictoire avec ce qu'on a pu constater tout à l'heure sur le fait que les personnes qui étaient en grande couronne se sentaient délaissées. Or, le nouveau Grand Paris s'adresse vraiment aux personnes qui vivent en grande couronne et qui vont avoir ainsi des transports en commun efficaces. Pas que, heureusement. Mais je ne suis pas effectivement opposé à ce qu'on puisse sortir certains projets clés du Grand Paris Express pour pouvoir les mettre en œuvre. Mais je dis priorité à l'amélioration de l'existant. C'est un projet. Grand Paris. Non. Alors il y a une évolution manifestement. Non, il n'y a On laisse aucune finir. évolution. Je vous dis priorité à l'amélioration de l'existant, mais nous pouvons tout de même sortir quelques projets qui m'apparaissent clés, notamment pour la Grande Couronne, et je vous l'ai dit juste Vous allez faire avant. le tronçon du Grand Paris par petits bouts en fonction de là où vous trouvez intelligent. Vous n'avez pas compris qu'en Ile-de-France, il y a un nombre d'habitants considérable et que le problème de la saturation des embouteillages, vous n'avez pas compris ça. C'est que les gens, quand vous habitez dans une banlieue et que vous allez dans une autre, vous n'avez pas d'autre solution en transport que de venir dans Paris et de repartir après. Et donc les gens prennent tous leur voiture. Alors, merci à tous les deux. On va effectivement laisser, si vous voulez bien, terminer Marie-Pierre de La Gontrie. Le projet Gontrie. du nouveau Grand Paris, dont vous avez compris que tout le monde était finalement co-auteur, Nicolas Sarkozy, la région, etc., tout simplement pour des raisons de financement, 35 milliards. Ça a commencé depuis plusieurs années, c'est jusqu'en 2030. Donc nous allons le faire et il est d'ores et déjà financé, évidemment, c'est une partie importante du budget. Ce que nous voulons faire par rapport à cela, c'est identifier sur l'ensemble de l'Île-de-France comment dire, un maillage qui permette un déplacement 24 heures sur 24. Entendez bien,
il n'est pas question de dire que tout le réseau va marcher 24 heures sur 24 pour des tas de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Non. Thierry Solère, s'il vous plaît. Il n'a jamais dit ça. Il veut que nous puissions, en tout point de l'Île-de-France, pouvoir se déplacer 24 heures sur 24, c'est très important. Et puis, il faut simplifier la vie des usagers, c'est-à-dire, par exemple, c'est tout simple, avoir un pass qui permette pass Navigo, accès au parking, Vélib, etc. Valérie Pécresse le propose aussi, M. Saint-Just aussi. C'est formidable. Et Autolib, je suis présidente d'Autolib, je suis contente, du coup, par la même occasion, de le dire. Mais je réponds à la question, rapidement, si vous le souhaitez. Vous êtes à nouveau en train de prendre beaucoup d'avance. Ah, mais moi, Allez-y. Pas de problème si vous ne souhaitez pas. Donc, le tramway sur le plateau de Saclay, c'était une demande des écologistes. Ce n'est pas qu'une demande des écologistes, mais c'est une demande des écologistes. En gros, je résume, c'est la ligne 18 qui part de Versailles et qui va à Orly en passant par les Yvelines, une toute petite incursion dans les Hauts-de-Seine, M. Solère, et qui va ensuite dans l'Essonne. Il y a sur le plateau de Saclay un passage sur lequel il y a des terres agricoles, et nous sommes très soucieux de préserver ces terres agricoles. Il y a par ailleurs, et c'est là que je viens au-delà des écologistes, le commissariat général à l'investissement qui a indiqué être dubitatif sur la nécessité. Bien, donc nous allons enfouir cette ligne pour qu'elle soit moins destructrice de terres agricoles et faire un tramway léger de manière à s'adapter à la fréquentation potentielle de ce réseau. J'ai une dernière question à chacun, mais très vite sur les transports. Tout ce que vous proposez, c'est très beau. Mais quelque part, c'est la RATP et la SNCF qui décident. Ce sont ces entreprises qui exploitent. Ce sont des entreprises puissantes qui ont une culture d'entreprise, qui ont une culture d'ingénieurs, qui disent « nous, on reste, les politiques, qui passent ». Comment vous pouvez imposer vos volontés à la RATP et à la SNCF? Jordan Bardella. Non, mais la question que je vous... Qui finance? C'est vous. Parce qu'il y a un contrat. Exactement. C'est la réponse à votre question. Exactement. Non, parce que il y a des rapports de force politiques aussi. Non. Les RATP et la SNCF sont des entreprises puissantes. Mais comment est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, monsieur De Witt? Non mais, nous avons il y a un vieux dicton, c'est qui paye décide. Oui, mais on le voit bien par exemple sur les retards. Non mais Daïkodoui, vous proposez tous d'augmenter les pénalités. On voit bien que c'est une question de volonté politique, véritablement. Non, mais la question si le Conseil régional décide de financer le doublement du tunnel du Châtelet, c'est le Conseil régional qui en débloque les fonds. Alors, sur cette question, vous êtes tous d'accord, le client est roi, la région est cliente de la RATP et de la SNCF, donc c'est elle qui décide. Enfin, ce sont nos prestataires, si je peux me permettre. C'est ça. Non, mais la question est pertinente parce que, en fait, le seul point qui n'est pas évoqué dans ce que vous dites, c'est qu'est-ce qu'elles sont capables de faire. Et lorsque, oui, parce que nous avons une question de fournisseurs des rames neuves, etc., et donc parfois on se heurte à la réalité. Mais ce n'est pas une question de puissance de la RATP et de la SNCF, parce que le STIF a effectivement des contrats qui sont négociés de manière extrêmement serrée avec ces organismes. Oui. Donc voilà, c'est un petit peu différent de l'angle que vous prenez. Alors attention, Thierry Solère, une toute petite réponse, parce qu'après on va passer au nerf de la guerre, qui est le budget, le financement. Une petite réponse sur ce sujet. Qui paye décide, et c'est un problème de volonté politique, je crois qu'on l'a tous à peu près dit. Elle n'est pas là depuis des années. Il faut mettre le paquet sur le sujet des transports, le paquet sur le sujet des lycées, arrêter de dépenser de l'argent, on va en parler tout de suite dans tous les sens. Et puis voilà, il faut imposer au STIF un mode de fonctionnement qui est issu de la volonté populaire. Et on voit bien, pour toute personne qui connaît bien les transports en commun, qu'il y a tellement de retard, tellement de problèmes encore avec l'information voyageur, qu'il y a des choses à améliorer d'urgence. Et c'est la priorité qu'on met en œuvre. Très bien, vous me redonnez ma transition donc sur le financement. Comment on finance toutes les propositions que vous venez de nous faire? Alors dans le contexte actuel, on imagine bien que vous n'allez pas nous annoncer des hausses d'impôts. Et puis de toute façon, le Conseil régional, j'y venais, Madame de la Gontrie, n'a pas vraiment les coups des franches en la matière. Quelques explications pour nos téléspectateurs. Pour financer ses investissements dans les transports, par exemple, et son fonctionnement, le Conseil régional dispose cette année d'un budget de près de 5 milliards d'euros. Les recettes proviennent de la fiscalité, de la TICPE, la taxe sur les produits pétroliers, ou encore de la dotation de l'État. Mais ces recettes, la région les maîtrise peu. Exemple, la dotation de l'État, c'est le gouvernement qui en fixe le montant. Cette année, la dotation est de 733 millions d'euros. La région sait déjà que cette dotation baissera de 65 millions pour chacune des 2 prochaines années. Sur la taxe sur les produits pétroliers et la fiscalité, là encore, c'est l'État qui décide. Et leurs recettes fluctuent. Par exemple, pour la TICPE, tout dépend de la consommation de carburant. Bonne nouvelle toutefois, à partir de 2017, les régions devraient recevoir 50% de la CVAE, l'ancienne taxe professionnelle, contre 25% aujourd'hui. Pour l'heure, la région ne dispose que d'un levier, l'impôt indirect sur les cartes grises. Chaque conducteur verse 46,15 € à la région lors de l'achat de sa plaque d'immatriculation. Montant annuel de la recette, 300 millions d'euros.
une goutte d'eau dans un budget de 5 milliards d'euros. Thierry Solaire, comment vous financez votre programme qui est assez ambitieux, hein, qui coûte pas mal d'argent, alors que vous ne pouvez pas augmenter les impôts? Comment vous allez faire? Sur le budget des dépenses, en rationalisant les dépenses. Quand vous Comme regardez, quoi? Quelles dépenses? Écoutez, c'est multiple. Oui, mais- Vous avez par exemple le budget aux associations. Le budget des associations, c'est très bien, les associations. Nous, on est tous, moi j'ai été élu local à Boulogne-Billancourt pendant des années, on doit soutenir nos associations. Mais le problème, c'est que la région Île-de-France, elle a juste fait exploser les budgets et elle subventionne... C'est 500 millions 500 millions d'euros. En tout, c'est 500. 500 millions d'euros de subventions. Quand vous regardez les investissements, la baisse des investissements en Île-de-France et les subventions, ça s'appelle du clientélisme. Et qu'est-ce qu'on veut faire, nous? On veut resserrer les subventions uniquement sur des projets d'intérêt régionaux. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus... C'est fini. Les subventions pour le festival Salvador Allende à Santiago du Chili, vous voyez, payé par le Conseil régional d'Île-de-France avec l'argent des gens qui travaillent, c'est terminé. Et ça, il y en a un paquet. Le Premier budget de la exemple... région, c'est 5 milliards. Le chiffre de 500 millions nous a été donné par la région, hein, Madame de la Gontrie, hein, sur le nombre Donc des 500 subventions. 000. Non mais, je vous dis d'où là. Les associations, c'est 12%. Alors je termine. Voilà. Oui. Donc, arrêter le gabegie sur le dilapider l'argent public à des associations qui n'ont aucun caractère régional. 500 millions sur 5 milliards, Bah, ça va oui, pas très vous loin. prenez les postes par Ok. poste. Deuxièmement, vivre au XXIe siècle, dans un pays où il y a 8 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs, avec des gens qui se croient dans des hôtels particuliers absolument merveilleux, c'est fini. Ils ont racheté la région Île-de-France depuis des années et des années. Tout le patrimoine immobilier autour d'eux, là, des hôtels particuliers magnifiques dans le 7e. Alors les socialistes, ils n'aiment pas les riches, mais ils aiment bien vivre avec. Ils ont racheté déjà l'hôtel de la préfecture de région qui était juste à côté de l'hôtel de région. Ça a un sens aussi de... Valérie Pécresse l'a dit très clairement. Nous, on déménagera le siège du conseil régional. On arrêtera d'être dans le 7e arrondissement, dans les beaux quartiers. On passera de l'autre côté du périphérique et croyez-moi, on aura des économies considérables parce que tout le monde sait bien que c'est plus cher dans le 7e à côté des beaux quartiers que de l'autre côté du périphérique. Et les voitures de fonction et tous ces sujets-là. Dans un de nos sondages, on a demandé aux franciliens ce qu'ils en pensaient de ce déménagement du siège. Pour 57%, ils s'en fichent complètement. Mais madame, je comprends bien, mais votre question, c'est comment on finance nos dépenses. Moi, je vous dis la réponse, c'est on prend les dépenses et puis on arrête tous les trucs qui ne sont pas prioritaires, tous les trucs qui sont du clientélisme que la gauche a fait depuis 20 ans. C'est 400 millions que vous voulez économiser. Pardon? Vous voulez économiser 400 millions. Mais c'est obligatoire. Et avec ça, moi je vois c'est des mesures, non pas symboliques, je ne me permettrai pas, mais on n'atteint pas 400 millions avec ça. C'est pas des mesures symboliques. Que d'arrêter de dilapider de l'argent dans les associations qui n'ont aucun caractère. C'est quelques millions d'euros un hôtel particulier. C'est pas quelques millions d'euros, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Et puis là, leur région, elle est locataire. Il y en a pour des budgets absolument considérables. Je crois que c'est 19 millions d'euros par an de loyer dans le 7e arrondissement. Mais je vous donne un exemple là. Et j'ai conscience que les gens qui nous écoutent, dans le détail, mesure par mesure, c'est pas ça qui les importe. Ce qui les importe, c'est est-ce qu'on va faire notre job? Et notre job, c'est des trains sûrs à l'heure qui fonctionnent bien, des lycées où c'est pas le racket à la sortie. Et enfin, la priorité mise sur le développement économique, parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière roue du carrosse. Alors, Jordan Bardella, vous, où est-ce que vous voulez trouver ces financements? Vous êtes d'accord, je crois, avec Thierry Solaire, hein. D'abord, on fait le ménage dans les subventions. Oui, on peut se rejoindre sur un certain nombre de constats, un certain nombre de mesures. Je crois qu'il faut arrêter de vivre comme des princesses. Une gestion Front National, c'est une gestion en bon père de famille. Je crois que nous l'avons très largement démontré dans les municipalités qui ont été conquises par le Front National. Nous avons mené campagne sur cette thématique du copinage et du gaspillage parce qu'il y a des millions et des millions d'euros qui sont déversés par la région Île-de-France pour financer des projets à l'étranger, des stades de foot à Madagascar, et puis bien sûr pour faire tourner la machine à clientélisme, puisque c'est bien sûr la rente électorale. Je termine. Juste... Mais la coopération internationale à Madagascar, on peut se dire, pourquoi pas? Monsieur C'est un acte de générosité d'un pays riche vers un pays pauvre. Qu'en temps de crise, il n'est pas du ressort d'une région de faire de la coopération internationale. Internationale, ça veut dire internation, d'une nation à une autre. Eh bien, moi, je considère effectivement qu'en temps de crise, nous pouvons réduire les projets qui sont financés à l'étranger pour pouvoir se concentrer sur une priorité locale, pour l'emploi local, pour nos TPE, nos PME, nos PMI, et tout ce qui se fait, je dirais, dans notre région, c'est une question de volonté politique. Là aussi, et puis, bien sûr, Solaire, ça suffit pas. Et puis, bien sûr, il faut arrêter cette politique de copinage, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines d'agences qui sont subventionnées par la région Île-de-France et qui servent à placer les copains de la majorité socialiste. Je pense que les Républicains doivent faire pareil sous une certaine mesure dans d'autres collectivités, mais on ne peut pas se permettre, on ne peut pas se permettre de déverser des millions et des millions pour, je dirais, assurer sa rente électorale, et puis bien sûr faire également des économies sur les budgets de communication et sur les frais de fonctionnement. Pierre de la Gontrie, comment vous finissez votre programme? En plus, il y a une nouveauté dans votre programme avec l'Alliance, c'est qu'il faut financer la promesse de 10 000 embauches dans les transports, qui était un élément du programme du Front de gauche. Comment vous allez financer ça?
Alors, moi, j'ai travaillé ça de manière très précise, peut-être par des formations d'élus et non pas professionnels. Et donc, j'ai regardé, y compris le chiffrage du projet de Claude Barthelone, parce que nous avons travaillé dans ce sens-là. Okay. Nous avons regardé ce que nous pouvions, et voilà. Et j'ai constaté que le budget de Valérie Pécresse, le programme, c'est plus 916 millions d'euros par an. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été évoquées, mais elle veut financer des prisons, elle veut financer de la vidéosurveillance, elle veut financer des routes, bref. Et vous devez embaucher 10 000 personnes dans les transports. Et Comment les économies qu'elle financez ? annonce sont inexactes. En revanche, elles ont une conséquence nette. Elle veut tout simplement supprimer la moitié des subventions aux associations. Il faut donc que les gens qui nous regardent aient bien compris que dans le domaine de la culture, de l'environnement, du social, du logement, c'est bien pour ça que son budget ne tient pas. Mais si, bien sûr que non, mais vous, je parle de votre programme, Madame de La Gontrie. Comment vous le financez ? Le projet de Claude Barthelone, c'est exactement 220 millions par an qui sont d'ores et déjà budgétés, d'une part par des économies, puisque nous arrêterons ça, c'était de financer... avant l'alliance avec les communistes et les 10 000 emplois. Excusez-moi de pouvoir répondre à la question pour que les téléspectateurs comprennent. Nous allons arrêter de subventionner les communes qui refusent de respecter la loi SRU et de construire de logements sociaux. Et nous ferons ainsi quelques économies si ces communes ne reviennent pas à un meilleur état d'esprit. Ensuite, personne n'en a parlé. Ensuite, nous allons tout simplement, puisque je pense que vous avez un peu regardé le budget, vous savez qu'il y a eu des réformes qui ont été faites, notamment sur la redevance sur création de bureaux ou sur la CVAE, qui transfèrent des recettes plus importantes aux régions. Donc nous sommes arrivés à un surplus de 220 millions qui nous permet de financer notre projet. Sur ce que vous évoquez là, Daïkodoui, je vous indique que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Madame de La Gontrie, on arrive à la fin de votre temps de parole. RATP, SNCF, ce sont des emplois qui doivent peser sur nos prestataires. Thierry Solaire, une réponse, vous avez un petit peu de temps de retard. Sur la gestion de Claude Barthelone et son projet politique, Claude Barthelone, il a été le patron de la Seine-Saint-Denis pendant des années et des années. Et moi, je dis à ceux qui nous écoutent, regardez bien la manière dont la Seine-Saint-Denis, que vous connaissez bien, a été gérée. Les Hauts-de-Seine, c'était mieux géré que la Seine-Saint-Denis. Vous savez, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis, il y a 50 ans, c'était la même sociologie. Et aujourd'hui, le rapport de la Chambre régionale des comptes, il est en ligne partout sur Internet. Allez le voir et vous verrez les perles de la gestion de Claude Barthelone. Et croyez-moi, l'intérêt des Franciliens n'est pas que demain, toute l'Île-de-France ressemble à la gestion de la Seine-Saint-Denis, la région est parce que très c'est bien vraiment gérée. pas ce qu'il faudrait. Deuxièmement, il y a des priorités très claires qui doivent être données aujourd'hui dans le monde compliqué dans lequel on se trouve. Et si la région fait pas son boulot, clairement, on s'en sortira pas. Valérie Pécresse, elle va aller chercher l'argent partout, elle va se comporter comme une chef d'entreprise. Il faut arrêter de gérer ça comme des petits roitelets à l'arrière de grosses voitures. Alors, de toute façon, on ne vous mettra pas d'accord en l'espace d'un débat. Merci à vous trois. Cette émission touche à sa fin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Assez honnêtement et dans une certaine sérénité, malgré tout. Avec beaucoup d'éléments de langage quand même, mais c'est normal, on est à la veille. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez raté le début ou que vous voulez réentendre les arguments des uns ou des autres, cette émission est rediffusée ce soir à 22h50. Elle est aussi disponible sur notre site internet. Et puis nous, on se retrouve dimanche pour notre grande soirée spéciale second tour. D'ici là, bonne soirée, portez-vous bien.